Bonjour à tous et à toutes. Les conversations choisies, qui sont nées du confinement, sont un moment vraiment de saveur, un moment délicieux dans lequel j'accueille des personnes qui ont soit une expertise, soit une expérience de vie exceptionnelle et quelque chose de vraiment singulier et vaste à apporter au monde. Et c'est mon grand plaisir de pouvoir me mettre un peu en retraite pour les mettre en lumière. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme qui est devenue une amie, mais je vous raconterai un tout petit peu pourquoi et comment, qui est Nadalette Lafonta-Six. Bonjour Nadalette. Bonjour Edith, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nadalette va nous parler aujourd'hui de, de rebond, de comment rebondir dans des moments délicats de vie, et Dieu sait si elle a traversé quelque chose de difficile, et le faire avec authenticité, dans la joie, dans l'enthousiasme. Il y a quelque chose de la guerrière chez Nadalette qui me touche beaucoup. Elle est écrivaine et j'ai eu le grand plaisir de découvrir son livre Le roseau penchant. Et Le roseau penchant est une histoire d'une opération, une Merveilleuse. merveilleuse opération. Ce livre m'a profondément marquée parce qu'il m'a ramenée presque au niveau de Frida Kahlo. J'ai ressenti cette traversée d'une femme qui a été cassée, abîmée fortement. Pour ça, quand je l'ai lu, je t'avais tout de suite envoyé un petit mot en disant il y a du Frida Kahlo dedans. Et la façon dont tu l'as traversée pour en tirer quelque chose qui est juste magnifique. Donc, tu es écrivaine, tu es conférencière, et là, il y a un truc extraordinaire. C'est quand même la seule femme en France qui a fait dans un TEDx Women plus d'1 million de vues sur ce « Rien ne nous arrive par hasard ». Ça vous parle? Rien ne nous arrive par hasard. Alors, Nadalette, c'est aussi quelqu'un qui a vécu un chemin dans les entreprises, dans un monde d'hommes, et s'est frayé un chemin où elle a pu réaliser, avoir des postes à haut niveau, et qui, à un moment, est revenue à son essence, à qui elle est. Et c'est toute cette richesse de parcours qui m'a beaucoup touchée. On a beaucoup de points communs toutes les deux. On écrit, on est conférencière, et on aime accompagner les gens sur l'essentiel de qui ils sont. Donc maintenant, je te passe la parole et à toi, Nadalette. Je te remercie Edith, infiniment. Oui Edith, que je ne connais pas physiquement, nous sommes en confinement, proches, mais nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Et pourtant, ce lien qu'il y a entre toi et moi, il est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond que celui que je peux avoir avec des gens que je côtoie, peut-être au quotidien ou régulièrement. C'est ça le mystère de la vie. Et le mystère de la vie, c'est aussi toutes ces étapes que nous passons les unes après les autres, avec du chaos, avec de l'incompréhension, avec des erreurs, avec des errances, avec des problèmes, avec des bonheurs, avec de la joie, avec des succès, des réussites, et puis de gros échecs. Et en fait, c'est vrai que s'il y avait un message à passer aujourd'hui, et une chose auquel je crois profondément, c'est qu'il n'y a pas d'échec, pas de réussite, et d'ailleurs pas de regret, et pas de remords, et au fond, peut-être probablement ni bien ni mal. Je crois que tout dans la vie est une fonction de ce qu'on est là pour vivre et par étapes. Et ces étapes, elles sont très paradoxales parce qu'il y a l'étape de l'enfance, oui, bon, ben, on ne va pas y passer énormément de temps parce que chez moi, elle n'était pas particulièrement glorieuse, mais elle m'a quand même faite. Et puis, il y a ces étapes de femme, il y a l'étape de l'amoureuse, il y a l'étape de la femme d'affaires, il y a l'étape de la mère, et tout ça se mêle agréablement, puisqu'il n'y a pas pour moi non plus de personnel ou de professionnel, tout ça est un élégant mélange, pas toujours élégant d'ailleurs, mais un mélange quand même. Et puis, il y a la recherche de soi, et cette recherche de soi, elle se fait à travers les masques divers que j'ai pu, en ce qui me concerne, apprendre, celui de l'entrepreneuse, de la femme d'affaires, de l'amie, de la mère, parce que ce sont et des réalités et des masques. On a, en tant que mère ou en tant que femme, des ukases de se tenir d'une certaine façon et qui cassent une partie de ce qui est naturel en soi. Donc il faut non pas revenir, non pas quitter le rôle de la mère, non pas quitter le rôle de la bonne mère ou de devenir une mauvaise mère, mais devenir la mère qu'on est. Et ça, c'est également le cas pour la femme. Bref, de tout ça, de fil en aiguille, en effet, allez, on va se faire mal, j'ai 65 ans aujourd'hui,
sur les 40 premières années de ma vie, enfin, les 20 premières, puis les 40, les 40 années suivantes, j'ai été une de ces femmes qui sont des superwoman ou Wonder Woman, hyperactives, et ne faisant pas que du bien, mais ne faisant pas que du mal, et assez fidèle en amitié, plutôt bonne mère, plutôt attachée aux autres, mais oubliant totalement une personne dans l'histoire, et une personne qui n'avait pas son mot à dire, c'était moi, et notamment ma santé. Et puis, au fur et à mesure, j'étais quand même en évolution de conscience, ce qui veut dire que je faisais, et professionnellement et personnellement, soit un parcours que j'ai fait de coach et toutes les certifications de coach ou les papiers dont on peut rêver, mais qui ne me servent absolument à rien parce que je ne veux pas pratiquer cette activité de coach. Mais par contre, c'est dans ma boîte à outils, et puis des séminaires ou des conférences ou des rencontres en développement personnel qui ont été extrêmement marquantes, dont celle de Catherine Henry-Plessis en particulier, qui font qu'à un moment, en 2014, mon corps a lâché parce que mon corps en avait marre que je n'écoute pas ma voix intérieure. Et ma voix intérieure, depuis 18 ans, depuis l'âge de 18 ans, elle me disait « Ma fille, mais franchement, qu'est-ce que tu fous là ? D'une part, tu n'es pas heureuse, ça ne te correspondait pas, tu as envie d'écrire, tu n'écris pas, tu réussis, mais ce n'est pas une réussite qui te remplit de joie, tu assures l'organisation, le financement de tout, mais qu'est-ce qui se passe ? » What's the point? Et alors, je ne vais pas dire merci peut-être à mon chirurgien, mais disons qu'il y a dans toute épreuve un bénéfice caché. On le sait malheureusement ou heureusement qu'après, d'abord qu'il va y avoir une épreuve et ensuite qu'il y a un bénéfice caché. Et dans cette épreuve où je suis devenue paraplégique quand même pendant 9 mois, le temps d'une grossesse, le temps d'accoucher de moi-même, j'ai eu le temps, j'ai pris le temps d'entendre ma voix, cette voix qui me parlait depuis longtemps et qui me disait « Non, mais si tu ne te respectes pas, si tu ne t'aimes pas, ce qui n'est pas si facile, mais je le conçois, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et tu ne marcheras pas d'ailleurs. Beau langage du corps. » Voilà. Et puis au bout de 9 mois, d'éducation, de rééducation, de réadaptation d'abord, surtout réadaptation, parce qu'en fait ce corps brisé n'a jamais récupéré ses fonctions initiales. Et la première étape à laquelle il a consenti, c'est simplement de faire les petits efforts pour que ma vie s'organise légèrement mieux, avec des cannes, avec des fauteuils roulants, avec des choses comme ça. Puis, bon, mais quand même des douleurs toujours présentes. Et puis un jour, 3 ans après mon opération, jour pour jour, comme je ne pouvais pas faire grand-chose, j'avais écrit, mais tranquillement, puisque de toute façon, ça allait rester dans mon disque dur comme toujours. Et bien, je me suis aperçue que j'avais sorti un bouquin. Et là, il a fallu faire un 360 degrés et se dire « Oui, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je fais ?» Ça parle de moi, ça parle des autres. Donc, c'est vrai que devenir femme publique, ça change ma position dans le monde, mais ça change aussi ma position auprès de mes proches. Oui, je veux devenir écrivaine, à n'importe quel prix, même s'il y a un prix à payer, parce que c'est moi. Et je ne veux pas passer à côté de ma vie. Donc, ce livre est sorti, donc 3 ans jour pour jour après mon opération. Et ça a été un bonheur intense de me voir reconnaître, alors il n'y a pas le prix Goncourt, bien que j'habite à côté de la rue, au métro Goncourt à Paris, mais d'avoir un succès, j'allais dire d'estime, bon, qui s'est traduit aussi par des ventes, mais ça, c'est peut-être pas le plus important, mais surtout des retours de lecteurs, de lectrices comme toi, avec des niveaux de lecture différents. Toi, tu les as tous eus. J'ai eu beaucoup de chance de t'avoir pour lectrice, mais quel que soit le niveau de lecture et ce que trouve la personne, c'est un cadeau de la vie. Voilà. Et puis après, en effet, je suis toujours en travaux, hein, on est toujours en travaux. Là, je le suis avec mon bras qui ne se lève plus. Vous voyez, je peux vous faire qu'un petit coucou genre reine d'Angleterre, parce que j'ai eu un accident il y a 15 jours. C'est pourquoi l'épaule gauche, pourquoi le bras gauche, c'est encore un sujet sur lequel je peux travailler. Et puis, oui, il faut que je mette, j'ai envie, j'ai besoin, pour être moi-même, j'ai besoin de mettre en place un certain nombre de choses, c'est-à-dire de continuer à travailler ces messages que je passe aux gens qui veulent bien les écouter, qui passent essentiellement par l'écriture d'un roman que j'ai en cours et pas si facile que ça. Donc, c'est un gros travail de dissociation, d'affinement, de maturation que j'entame. Et puis, à côté de ça, bon,
quelques articles qui sont des billets d'humeur, mais l'humeur est souvent assez révélatrice. Et puis des conférences. Et les conférences, c'est pas. Hier, j'écoutais Isabelle Padovani et elle parlait de l'enfant moi, c'est-à-dire de notre ego comme l'enfant moi. Et c'est pas les conférences, c'est pas pour moi une satisfaction de l'ego, c'est ma façon dans ma capacité physique, c'est-à-dire handicapée, de pouvoir correspondre avec le maximum de gens. Et je pense que c'est parce que je n'ai pas justement un ego hyper développé et qu'il y a cette authenticité, que je parle de ce que j'ai vécu avec authenticité, que j'en parle en totale conscience que je suis loin d'être parfaite, que ça touche les gens, il me semble. Voilà ma vie aujourd'hui. C'est intéressant quand tu parles de… Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué dans ce que tu exprimes. C'est que au début, c'était presque écrivaine malgré moi. C'est-à-dire, tu as accouché de ce livre. Finalement, c'était presque un journal de bord. C'était ta façon de vivre cette traversée qui est très douloureuse. 9 mois, une grossesse, en effet. Et d'écrivaine malgré toi, tu deviens en fait la vraie écrivaine que tu es. Et donc, quand tu parles de l'ego, pour moi, c'est un sujet vraiment intéressant parce que l'ego, c'est une structure, c'est un ensemble de couches qui se sont déposées au fil du temps. Mais on a aussi besoin, et je pense que souvent on dit je n'ai pas un grand ego, comme si on le chassait, cette notion d'ego, mais tout à sa juste place, c'est nécessaire. Sans ego, c'est comme si on n'avait pas de verticalité, pas de structure. Après, c'est la place qu'on va lui donner. Parce que l'ego, c'est nos mémoires nous ont construites. Tu as une enfance singulière dont on a parlé, j'ai la mienne. Ça a construit un ego, ça a créé des défenses, ça a créé des modes de regarder le monde. Mais on en a besoin parce que c'est aussi toute cette transformation de tout ce qu'on a vécu qui nous permet d'être qui on est. Et l'enfant a gardé tout ça. L'enfant en nous a gardé ces marqueurs. Et je trouve que quand tu parles de l'enfant moi, comme le dit Isabelle Padovani, ce qui me semble important, et je ne sais pas si ça te parle, c'est l'idée de revenir à l'enfant intact. C'est-à-dire avant d'avoir construit finalement un peu de briquet de broc avec plein de petites ficelles comme une marionnette, un certain nombre de choses, a encore un projet de vie, peut-être une relation à la source, à son âme, à son être intact. Et c'est de revenir à celui-là et de réparer les autres. Ces enfants, moi, sont juste des enfants blessés qui n'ont pas eu le temps d'être entendus, écoutés, embrassés et auxquels on dit tout va bien. Et en plus, tu es utile. Parce que regarde, quand tu vois Nadalette adulte maintenant et les petites Nadalettes qui ont pu avoir des souffrances, ton histoire étant ce qu'elle est et qui transparaît dans le livre, toutes ces petites Nadalettes, elles ont fait un travail formidable pour que tu sois ce qui tu es maintenant. Et c'est un peu ta cour de récré de potentiel. Oui, et je m'aperçois d'un truc complètement hallucinant en ce moment, et je n'ai pas encore fait le tour de la question, c'est que la souffrance est source de créativité. Et ça, c'est à la fois un cadeau, et un désespoir, parce que c'est vrai que tout ce que je vis aujourd'hui, tout ce qu'on vit aujourd'hui, cette douleur du bras, ces relations qui sont plus ou moins épanouies ou pas épanouies avec les uns et les autres, c'est une souffrance, et de cette souffrance, il y a une réaction en moi qui dit « Attends, prends soin de toi ». Et ça me recentre, non pas sur moi, mais sur le respect de moi et sur l'amour de moi, en disant « Ok, on a déjà vu le film où tu cédais, où tu laminais ton ego ou ta personnalité pour servir l'autre. C'est pas ça, servir l'autre, c'est pas ça. C'est d'abord te servir pour être mieux à même de servir l'autre. » Et tu sais, je réfléchissais sur l'ego, je réfléchissais sur l'animus, sur toutes ces notions-là. Et en fait, on arrivera, je pense, nous femmes, à vraiment intégrer à la fois notre féminité, cet anima, mais aussi le masculin, c'est-à-dire l'animus de l'homme, et non plus jamais de la façon qui nous dessert, c'est-à-dire cette façon trop forte où on se masculinise, ou cette façon perverse où on devient plaintive. Non, il faut arriver à intégrer
des, un animus et un anima sereins, bons, équilibrés, joyeux, heureux en nous pour arriver à justement apporter au monde cet esprit de sagesse qu'on attend, à mon avis, du féminin. C'est vraiment un sujet important, animus, anima, yin, yang. Tu sais, je fais partie d'une task force où c'est des 10 grandes universitaires dans le monde, des universités catholiques, sont des vice-rectrices, des présidentes, etc. Donc, il y a des brésiliennes, il y a des américaines, il y en a une de Taïwan, Inde, Australie, etc. Et je me rends compte que ces femmes qui ont parfois des campus de 30 000 personnes, 40 000 personnes, sont des femmes donc, qui ont un pouvoir, on pourrait dire. Leur yang, elles le mettent dans le côté pratique. Comment je fais? Elles mettent leur yin dans leur côté holistique, c'est-à-dire qu'elles essaient de voir l'ampleur surtout en ce moment, on est en plein Covid-19, donc on va sortir du confinement. Donc elles vivent en direct, plein ce qui se passe dans les universités. Et la façon dont je vois leur yin et leur yang se manifester, c'est que leur yin leur sert d'abord à avoir un regard extrêmement compassionnel, empathique sur ce qui se passe. Là où sont les grandes zones de danger, les plus grandes souffrances. Donc elles sont dans ce yin. Et à un moment, elles sont dans la décision et l'action. Et là, elles passent dans un mode plus yang. On fait, on prend, et s'il y a des résistances, on construit quelque chose. Et elles deviennent très pragmatiques. Est-ce que notre yin-yang féminin, tu penses comment toi vois-tu ton anima et ton animus? Quelle part tu leur donnes? Est-ce que Moi, c'est comment? je pense qu'on a été figé par des archétypes d'animus et d'anima. Et que tant qu'on ne sera pas sorti des archétypes, tant qu'on ne sera pas capable d'aller spirituellement, émotionnellement, charnellement vers l'anima et l'animus, on n'arrivera à rien. Donc c'est ça ce voyage, parce que intellectuellement, le féminin, le masculin, je vois bien ce que c'est. Tu sais, il y a un petit film absolument extraordinaire qui est sur ma page Facebook, et je te raconte l'histoire parce qu'elle est très jolie. C'est un film américain. Je ne peux pas te l'envoyer parce que je ne sais pas sur quoi c'est, mais je n'ai pas le lien. C'est un jeune homme qui sort d'un entretien aux États-Unis, et on explique ça à un groupe de gens très très civilisés, de toute race, de toute couleur, de tous niveaux sociaux américains, bien propres sur eux. Et voilà, ce jeune homme sort d'un entretien et il rejoint son père dans la voiture, et le téléphone de ce jeune homme sonne, et son père lui dit réponds. Et c'est l'entreprise où il vient de passer son entretien qui l'appelle, et la personne dit bravo, you got the job, vous avez le boulot en anglais, bravo fiston. Comment se fait-ce? Et bon, j'étais fatiguée l'autre jour et donc j'étais pas agile parce que mon problème de bras. Je regarde cette vidéo et je me dis mais qu'est-ce que c'est? Ils l'ont adopté, enfin bon, je cherche des solutions que je trouve pas. Et la plupart des Américains testés sur ce film qui est extrêmement bien fait ne trouvent pas la solution. Et en fait, la solution elle est relativement simple. Le CEO de l'entreprise qui vient de passer le coup de téléphone au gars pour lui dire qu'il avait le job, c'est sa mère. Biais cognitif somptueux. Somptueux. Et pourquoi ça? C'est parce que nous avons intégré cette notion de parité, cette notion de masculin et de féminin intellectuellement, mentalement, mais dès que notre corps ou notre fatigue ou on n'est pas vigilant, on se fait avoir, nous les femmes, comme dans un bois, parce qu'on ne pense pas que ce qu'on puisse être le CEO de cette affaire. Et du coup, j'ai largement partagé sur Facebook avec mes copines cette vidéo, et elles se sont toutes fait avoir. Mes copines, mes copains, enfin, pas les moins convaincus de la nécessité de l'existence du féminin. Alors, tu vois, c'est intéressant parce que moi, je n'ai pas perçu ce biais. C'est-à-dire que, tu sais, une de mes conférences commence par 500 premières entreprises mondiales. Seulement 25% sont CEO femmes. 5%. Donc, pour moi, et c'est très drôle ce que tu dis parce que ça voudrait dire que, pour moi, c'était évident que c'était une mère qui était à la tête parce que c'était peut-être mon combat. C'est la puissance féminine, women empowerment. Donc, peut-être que
si on arrive à comprendre que ce biais vient juste d'une non-autorisation que nous nous offrons, Mm. si on accepte de se dire, c'est normal qu'il y ait des femmes à des postes importants, Mm. comme ces fameuses vice-rectrices, rectrices, vice-présidentes Mm. d'université que j'ai l'honneur d'accompagner, pour moi, c'est devenu normal. C'est-à-dire que si ma référence, c'est les rôles modèles féminins, et que j'en trouve, quand quelque chose comme ça arrive, je dis, bah oui, bah, évidemment. Ah oui, mais moi, en temps ordinaire, c'est normal, parce que cette histoire, en plus, je l'avais racontée à Solène Thomas il y a 6 mois, où une histoire identique, et je lui avais dit, tu vois comment on se fait piéger, mais je ne m'étais pas fait piéger. Mais il y a une semaine, fatiguée, pas vigilante, je me suis fait prendre dans les raies, encéphalogramme plat, La Fontaine. Encéphalogramme totalement plat, ce qui veut dire que, quelque part, c'est intégré intellectuellement, mentalement quand je suis en forme, mais que physiquement, émotionnellement, il y a encore des doutes. Ouais. Et c'est ça, c'est là où il faut travailler, c'est sur le corps, c'est sur l'émotionnel, c'est sur l'ancrage par rapport à ça. L'intellect, le mental, ils le savent, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de souci. Et même chose sur les archétypes d'animus et d'anima, on voit bien tout ça. On voit bien le danger de la masculinisation, de la rigidité, de s'adapter, de se suradapter, de se rebeller. Mais avant que cette intégration du masculin se fasse dans la joie et dans la douceur, justement, c'est pas si facile puisqu'il faut redescendre dans le corps, il faut redescendre dans l'émotionnel. Mais oui, parce que notre corps, c'est un ensemble de marqueurs, de mémoires, c'est même une vibration cellulaire, c'est des cellules Mmh. qui vont intégrer ou non l'information. Et c'est vrai ce que tu dis, revenir au corps, revenir à cette conscience et descendre du mental dans nos cellules. C'est aussi simple que ça et en même temps aussi compliqué. C'est-à-dire, est-ce que je m'autorise à chaque instant à descendre? C'est presque une hygiène de vie, comme on se brosse les dents le matin, on se pose dans sa verticalité, dans la conscience du corps, et on active tous nos niveaux de conscience nouveaux, ceux sur lesquels on travaille. C'est vraiment, je pense qu'on n'a pas été habitué, on a été marqué en effet par des schémas, des modes de fonctionnement. Il n'y a pas longtemps que les femmes Mmh. peuvent avoir des comptes, peuvent voter, je veux dire, c'est Mmh. une Et le génération. langage. Et le langage, donc le langage aussi, la sémantique, c'est que Mmh. donc, c'est intéressant de revenir sans Mais dans ça. par rapport à l'épreuve que j'ai pu passer, où je vois qu'il y a des étapes dans l'épreuve, qu'il y a des moments de déni, qu'il y a des moments d'acceptation, et que la transformation, elle ne vient qu'après, longtemps après, de la colère, de la tristesse, des conneries, enfin plein de choses, je me dis que dans cette recherche d'un mariage sacré du féminin et du masculin, en fait, où on pourra enfin ne plus chercher à l'extérieur ce qui est en nous-mêmes, c'est aussi une mise en étape de cette quête, et qu'on a fait la première partie qui est d'identifier, de comprendre, mais que en effet, maintenant, le travail, il est sur nous-mêmes et en nous-mêmes. Et que la conscience que nous avons la chance d'avoir de tout cela, il ne faut pas la lâcher, parce que c'est parce qu'on est conscient, parce qu'on est authentique, parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on se fait encore avoir, parce qu'on sait que rien n'est parfait, qu'on pourra entraîner d'autres à s'ouvrir et à s'épanouir avec nous. Et ce que tu dis est très juste. Moi, le mot qui me vient, c'est ne baissons pas la garde. En Mmh. fait, dès qu'on baisse la garde, c'est-à-dire dès qu'on n'est plus dans cette conscience fine, hop, on tombe dans le piège. J'ai vécu il n'y a pas très longtemps avec Anne Douché-Morin, qui est une femme vraiment exceptionnelle, a fait une croisière, enfin une croisière. Elle était skipper Mmh. d'un catamaran qu'il fallait déplacer jusqu'aux Antilles. Et à un moment, elle m'appelle, puisqu'on est, d'abord je l'ai coachée, mais on est surtout amis maintenant, et elle me dit, Edith, je suis dans un piège, les autres skippers masculins me refusent la radio qui permet de piloter la suite du Mmh. voyage. Et, et à ce moment-là, Anne exprime que tout d'un coup, ils l'ont traitée comme une nana. Mmh. Je lui dis, non, non, si pendant 2 secondes, tu oublies qu'ils t'ont traitée comme une nana et tu reprends ta posture de Mmh. commandant de bord, de capitaine de ce navire, tu vas voir, tout va rebasculer. C'est-à-dire que
en effet, le biais cognitif, c'est que tout d'un coup, on se dit, ah oui, oui, il me traite comme une nana, il me parle Et comme du une... coup, on se le… Et j'ai dit, non, non, tu changes. Tout de suite, tu te remets dans ta posture de, je suis capitaine d'un navire avec des responsabilités. Je suis skipper, j'ai besoin de... Et tchoup, la bascule s'est faite. Mais c'est la même chose avec le handicap. C'est la même, si tu veux, le nombre de gens qui me traitent comme si mon cerveau ne fonctionnait plus et comme si j'étais incapable d'avoir la moindre idée ou la moindre responsabilité, par gentillesse extrême, mais de façon extrêmement désagréable, à des moments où, par exemple, comme en ce moment, en effet, je ne peux plus conduire, je ne peux plus me brosser les cheveux, je ne peux plus faire des tas de trucs. Je vois que le fait d'avoir des incapacités te sort du monde des actifs et des vivants très facilement si tu n'es pas vigilant. Et je pense que cette vigilance, elle doit s'accroître en ce moment. Il faut vraiment s'accroître. Elle doit s'accroître parce que, bon, j'ai fait un article en m'énervant sur la seniorisation. Bon, je m'énerve de temps en temps, mais c'est une Bien tes façon d'être colères. vigilant. J'adore tes colères. Dans le livre, quand tu es dans les colères, tu as un style, c'est joyeux, c'est comme si la petite Nadalette disait fuck. Tu as vraiment des colères que je trouve enthousiasmantes. Bon. Je ne m'autorise pas dans les colères dans la vie de tous les jours parce que je sais qu'elles peuvent être violentes et qu'après on ramasse les gens sur le… Donc l'écrit me permet d'exprimer avec beaucoup moins de violence et beaucoup plus d'humour que dans la vie réelle. Mais c'est vrai que la colère est salutaire parce que la colère, elle te permet de te redresser. Et Dieu sait si la verticalité est importante. Et aussi de l'horizontalité dans la colère. C'est un super sujet, la colère, parce que d'où part-elle? Est-ce qu'elle part d'une partie impuissante ou d'une partie puissante? La colère de l'impuissance, elle peut être très violente. Mais si la colère, c'est juste la lame, tu redresses. Ce qui n'est pas juste, c'est pas la même. Hein. Non, mais tu peux avoir peur aussi que la colère de la puissance soit extrêmement puissante. Encore une fois, la colère de la puissance, peut-être qu'on peut la poser dans qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Territoire non négociable par rapport à mon être, par rapport à moi. Que les choses soient dites. Quels mots je dois poser. Mais avant la colère, peut-être, il y a un vieux dicton, tourner la langue cette fois dans la bouche avant de parler. Je pense qu'avant d'exprimer la colère, si on se pose à l'intérieur de soi et on évacue la partie un peu Bouillonnante. on revient, ok, ça fait du bien. Puis on peut et c'est ce que permet l'écriture, c'est-à-dire qu'elle permet une colère saine dans la mesure où elle la pose, que tu peux reprendre un mot s'il n'est pas juste, parce qu'il y a beaucoup d'injustice dans la colère vis-à-vis de l'autre, et du coup, la colère ressort d'une façon beaucoup plus acceptable à lire, pas toujours d'ailleurs, mais normalement beaucoup plus acceptable à lire. Et puis tu peux y associer de l'humour, il y a plein de choses, il y a une façon de remettre le cadre dans l'écriture qui pour moi est plus aisée. Et moins dangereuse pour l'autre. Je me sens puissante dans l'écriture, mais je sais que je vais éventuellement émouvoir l'autre, mais pas le blesser. Oui, parce que dans l'écriture, tu as une distanciation. Donc, comment réintégrer cette distanciation par rapport à l'émotion qui génère la colère? J'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que j'avais un père très, très colérique. Moi, papa était un enfant battu, donc quand il avait des colères, elles étaient extrêmement noires. Et je me souviens que maman me disait, tu sais, avec l'enfance qu'il a eu, il faut comprendre. Et quand elle disait ça, tout d'un coup, on entendait le petit Camille, en l'occurrence, et sa colère tombait. La colère incontrôlable, elle vient d'une blessure, elle vient d'une impuissance, d'une non-reconnaissance. Donc, si on arrive à suffisamment les reconnaître, on dit, OK, cool down, pause, c'est vrai qu'on fait moins de dégâts. Oui, l'important, c'est de ne pas faire de dégâts. L'important, c'est en effet d'essayer que les choses se disent et s'apaisent, et si elles ne peuvent pas, il faut savoir qu'il y a forcément des moments où il faut arrêter. Et je crois que c'est ce que l'écriture permet. Elle permet de vider quelque chose en soi de façon propre, de l'avoir vidé. C'est-à-dire que le linge sale, à un moment, il a été sur les mots dans l'ordinateur, sur le clavier.
Et puis, le linge qui est vraiment trop sale dans un livre ou dans un article, on peut le laisser poser et puis le lendemain reprendre sa lessive un petit peu différemment. Tu m'as donné une citation qui pourrait vraiment nourrir cet échange sur la colère. Et je pense que dans la période de confinement, beaucoup de gens ont dû avoir une loupe sur leurs propres émotions, les propres empêchements. Donc la colère doit monter. Moi-même, j'en ai parfois. Mmh. Enfin, c'est pas le sujet, c'est toi. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Ils nous condamnent, ils nous libèrent. De Marshall Rosenberg. C'est magnifique. Elle est magnifique et elle pourrait tout à fait s'adapter à la colère. Est-ce que ça Mmh. va être une fenêtre ou un mur? Mmh. Selon Et si tu veux, dans la démarche de Marshall Rosenberg, ce qui est très intéressant, moi je suis en train de reprendre des parcours de CNV parce que je les avais lus à un certain degré et puis maintenant j'ai envie de les lire à un autre degré. Et ce qui est intéressant, c'est la notion de besoin. Et là, on est sur un truc qui est extrêmement fin et qui est une expression pas facile. C'est-à-dire que pour arriver au besoin, vraiment au besoin de l'être, et non pas au reproche, non pas à la plainte et non pas à l'envie, mais au besoin, à quelque chose qui pourrait être entendu, c'est un énorme travail. Et ça ne veut pas dire pour autant que ce soit entendu. Donc ça veut dire qu'il va falloir ramener l'autre et on n'est pas non plus le sauveur de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut savoir que, bon, ben, on fait le travail pour soi, mais il y a un moment où il faut lâcher prise. Si l'autre ne veut pas changer, il ne changera pas. Donc il y a tout ce travail un peu intéressant et que j'essaie d'exprimer dans l'écriture. Et pour te dire, je ne sais pas comment je vais le finir, ni quand je vais le finir, ce roman, et en plus, trouvera-t-il un éditeur, Inch'Allah Mektoub. Ça, c'est quand même un autre sujet aujourd'hui. Mais si tu veux, moi, dans ce roman, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est qu'il y a tellement de niveaux de réalité qui s'encastrent que la lecture que tu fais d'une image de vie à un moment, elle va changer l'instant d'après, et puis on va lui rajouter des éléments, et elle ne sera plus juste, celle d'avant n'est plus juste, et il y en a une autre qui se juxtapose, puis un autre éclairage. Donc c'est un espèce de kaléidoscope. La vie n'est qu'un kaléidoscope de moments qu'on essaie de retrouver, sur lesquels on essaie de construire, mais c'est un sable mouvant qui bouge en permanence. Et il ne faut pas croire, il y a tellement de vérité qu'il ne faut pas croire qu'on en ait une ou que l'autre en ait une. Il faut juste adapter son vécu, sa position à ce qui semble être le plus au service de l'humanité, de son humanité et de l'humanité. Tout ça est très juste et c'est vrai quand tu parles de kaléidoscope, c'est à la fois tout ce qui nous constitue, tout ce qui n'a pas été réglé et ce qui constitue l'autre. Et quand Mm. tu mélanges ce millefeuille de complexité de l'un avec le millefeuille de complexité de l'autre, parfois c'est un peu le bazar quand même. C'est le truc fascinant du roman. C'est le truc fascinant, c'est-à-dire que bon, bah, tu te dis, bah, alors mon personnage qui a forcément un peu de moi, un peu de ce que j'ai rencontré, un peu de ce que je sais, un peu de ce que j'ai observé. Bon, bah, voilà, il est là. Et si on remet un peu de poivre ou si on remet un peu de sel, qu'est-ce que ça va donner? Et tu t'aperçois qu'en effet, tu croyais que tu avais un pirate des Caraïbes et tu te retrouves avec un bisounours. Enfin voilà, c'est marrant. C'est vraiment marrant l'écriture. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ton nouvel opus, ton nouveau roman. Ça, vraiment, quand je pense au régal que j'ai eu avec le roseau penchant, je me dis que ça va être quelque chose. Mais c'est vrai que ta colère, moi, elle m'a fait beaucoup rire. C'est cash et en même temps, c'est sensible. Enfin, c'est vraiment, tu arrives à être dans des rythmes, des changements de rythme dans ton écriture qui sont vraiment intéressants. Hein. Je me suis régalée, je ne l'ai pas lâché et je t'envoyais les petits mots en direct. Or, comme c'était des petits mots en vocal, parce que j'enregistrais mes petits fichiers son, je n'ai plus ce que je t'ai écrit, mais je savais qu'en direct, j'adore ça, j'adore ça. Non, c'est vraiment une très, très belle histoire de création. En fait, tu recrées en permanence ta vie. Bah, tu vas chercher ta souffrance et tu en fais quelque chose. Et à ce moment-là, en effet, tu la dépasses. Alors, bien entendu, dans mon cas, la souffrance, notamment physique, elle est là. Donc, il y a des moments où elle reprend ses droits. Et comme je ne vais pas aller me shooter avec des antidouleurs, on est bien là. Mais en même temps, à un moment où je vois, ou par la colère, je vois cette injustice, je vois
les gens qui ne considèrent pas le handicap invisible comme un vrai handicap, les gens qui pensent que parce que j'ai pas l'air à plaindre, hein, je vais bien et j'ai la même force et je suis pas en vrac à l'intérieur mais non, je suis en vrac, je suis fragile, je suis tout ça. Bon, mais simplement un certain nombre de gens ne vont pas le voir parce qu'ils vont rester au niveau de l'apparence et que ça les arrange bien. Et de temps en temps, c'est vrai que ça me fait exploser et puis, du coup, j'ai une sainte colère et plutôt que de la traduire par des pleurs et des grincements de dents, j'essaie de la traduire avec humour. En tout cas, il y a un délicieux paradoxe que j'entends, hein, c'est que d'un côté, il y a le handicap invisible, c'est-à-dire ce qui peut te mettre en colère, c'est qu'on ne voit pas et qu'on te demande des choses que tu ne peux pas. Et de l'autre côté, quand il est visible avec des proches, tu ne veux pas qu'il soit trop visible parce que tu ne veux pas non plus être regardé comme une victime. Donc, entre les deux, c'est un fil très ténu Ça file très ténu. trouver ta vraie posture où il est, mais je ne suis pas une victime pour autant. Reconnaissez-le sans que ça me définisse. Est-ce que c'est… C'est-à-dire que si la position de victime, c'est une position où je suis mise dans un petit cercle, dans le cercle des victimes et j'y reste comme ça n'a pas d'intérêt. Par contre, c'est vrai que si dans l'écoute des autres, il y a le fait que il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la proximité, il y a quelque chose qui est de l'empathie, là, je suis comme tout être humain, je ne demande que ça. Mais pour autant, si c'est pour c'est le problème aussi de la seniorisation. Si c'est pour nous mettre dans des EHPAD, merci, mais je préfère me démerder toute seule, hein. Donc, Et des curseurs. et puis en plus, il y a un truc qui est assez important, c'est le problème de la demande. C'est-à-dire qu'en fait, si tu demandes de l'aide de façon trop importante, tu emmerdes tout le monde. Donc, tu ne demandes pas de l'aide. Donc, les gens ne voient pas que tu as besoin d'aide. Et il y a cette espèce de cercle vicieux qui est qui isole la personne qui a un handicap invisible. Alors là, je parle vraiment du handicap invisible, qui est un problème très particulier. Le problème du handicap est dur. Et le handicap visible est extrêmement dur, hein, loin de là. Le handicap invisible est sournois, Oui. insidieux. Et c'est vrai que de temps en temps, tu aurais envie de dire tu sais, il y a un jeu, on va jouer, vis ma vie pendant 24 heures. Chiche. Mais en même temps, ma vie, elle est formidable. Bon, c'est tout, oui, le paradoxe. Et puis le paradoxe, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans paradoxe. Et alors là, s'il y a une incarnation du paradoxe, c'est moi. Et je la réclame. Mais c'est la richesse aussi. C'est une richesse. La richesse, en fait, je crois qu'on est tous des êtres très paradoxaux. Simplement, on a du mal à accepter nos paradoxes. Et c'est vivant, le paradoxe. Bien sûr, si on se caricature, si on essaie d'être quelque chose de conforme, on gomme ces paradoxes, mais le paradoxe, c'est la vie, c'est l'alchimie, c'est ce qui crée de l'étincelle. Non? Absolument, absolument. Le paradoxe, c'est la capacité à aimer, c'est la capacité à se lever, c'est la capacité à se révolter, c'est la capacité d'intégrer en nous toutes ces mosaïques d'expériences et de vécu et de personnalité. C'est toutes les parties du moi que j'intègre, elles sont paradoxales. Donc, nous sommes infiniment riches. Alors, il y a quelque chose que tu m'avais aussi écrit, c'est le seul maître étalon de nos vies, c'est nous. Et en fait, toute ta traversée, c'est revenir à qui nous sommes, ce que nous voulons vivre, comment nous pouvons le déployer pour que vraiment, moi ce que j'appelle la trace, c'est-à-dire qu'à la fin, le jour où ça sera Mmh. rideau, on puisse se retourner et dire voilà, j'ai vraiment accompli ma vie. Ma vie. C'est-à-dire, j'ai fait avec tout ce qui arrivait ce qui devait être. C'est-à-dire, quelque part, c'est mon excellence, ma fibre, j'ai quelque chose, on a tous quelque chose de magique à faire naître. Pour moi, mais c'est une certitude. Et Et c'est c'est ce que m'a appris l'épreuve, hein. L'épreuve, il y a en effet une échelle de la douleur, mais de l'épreuve, il y en a pas. Et pour certains, bon, ça va être un divorce, ça va être, une mauvaise relation avec quelqu'un, ça va être un chômage, ça va être une perte de job, ça va être n'importe quoi. Et pour certains, ce que d'autres vont caractériser comme une petite épreuve va être une grosse épreuve, et lycée de Versailles.
Et quand je dis que le maître d'étalon, c'est l'individu, c'est-à-dire avec sa perception de l'épreuve qu'il traverse pour lui, cet individu a le choix. Il a le choix de se figer dans cette épreuve et d'arrêter, ou il a le choix de pouvoir et de vouloir la transformer et en faire quelque chose qui lui serve dans son chemin de vie. Et ça, c'est un choix totalement individuel, et c'est là où on est le maître étalon de l'épreuve, c'est-à-dire que c'est selon la façon dont on va nous réagir et les choix qu'on va faire, qu'en effet, on ira visiter ce bénéfice caché auquel on ne s'attendra pas. Par exemple, le confinement, qui est une douleur terrible pour certains. Enfin, bon, en effet, on peut dire que pour les personnes âgées qui sont dans des EHPAD, le bénéfice caché, il est très, très difficile à avoir. Mais pour nous tous qui sommes dans des situations quand même pas dramatiques de confinement, il faut voir que ce que ça nous fait travailler, ça va nous amener à des meilleures versions de nous-mêmes, du moins je l'espère, ou en tout cas des versions très différentes, parce qu'on ne va jamais recommencer dans le monde d'avant, nous, en tout cas. Il y en a peut-être qui ont juste envie d'arrêter le 11 mai et de recommencer comme si de rien ne se passait. Mais non, c'est pas ça, parce on a tellement vu et appris et été informé, désinformé, réfléchi, été vigilant, qu'en effet, on ne va pas reprendre sur les mêmes bases. Et on va quand même être une majorité à ne pas reprendre sur ces bases-là. Voilà, je pense qu'on sera une majorité. Mais quand je vois les 3 heures de queue pour aller chez le McDo, parfois j'ai des petits doutes qui passent. Je pense. Et ce matin, j'entendais une philosophe qui disait finalement c'est une tragédie grecque, cette histoire de confinement, parce que unité de lieu, de temps. Mmh. Et finalement, on vit tous quelque chose qui est unique on peut dire, depuis 2000 ans, hein, mais qui est une énorme loupe sur ce que nous voyons de nous-mêmes, de nos proches, du monde et de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette loupe? Est-ce qu'on va... Ouais. Et on l'intègre, bon, on le comprend, donc on l'intègre intellectuellement. On l'intègre un petit peu charnellement par le fait qu'on soit limité en effet dans l'espace et dans le temps, mais émotionnellement, c'est pas intégré partout et spirituellement pas encore. Et il va y avoir, au moment du déconfinement des décompressions un peu solides, hein. Oui, ouais, je pense que nous vivons au bord nous, on vit plutôt hors des grandes villes, toutes les deux. Et c'est vrai on vit un confinement moins dur probablement que quand tu es dans des cités, des petits appartes, et que tu es... Et même, moi, j'ai une amie chère qui vit rue de Rivoli et que j'adore, qui a une vue merveilleuse de son balcon, mais c'est difficile d'être à Paris aujourd'hui. Donc, si tu veux, je me rends compte de la chance que j'ai une autre forme de confinement, et ça m'a il y a eu des choses qui ont été douloureuses, aussi. Heu Une de mes filles devait se marier, ça s'est pas fait. Je suis d'une immense tristesse pour elle, enfin, et pour moi, mais surtout pour elle, que ce jour qui aurait dû être un jour qu'elle attendait avec tellement. Bon, elle va se remarier, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est pour ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, je trouve ça épouvantable. Mais, mais je pense qu'il il faut vraiment aller au fond de soi-même, il faut aller vraiment intégrer ses animus et ses anima, il faut vraiment aller intégrer cet enfant moi, il faut s'aimer et se respecter parce que si on ne passe pas par cette phase, on a fort peu de chance d'aimer, d'aider et de respecter les autres. C'est une très belle conclusion. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est tellement juste. Ouais. Un grand merci, Nadalette. Que toutes les personnes qui auront écouté cette vidéo nous répondent, nous partagent ce qu'elles ont ressenti, ce qui les a le plus marqué, ce qu'elles retiennent de plus important, découvrent ton livre et si elles ne l'ont pas encore lu, qu'elles le lisent, à être sur ton TEDx, tous les liens sont là, celles qui ont envie de me rejoindre, de me découvrir ou de me suivre encore pareillement. Voilà, nous sommes là pour continuer à partager ces lumières qui
qui nous sont offertes finalement. Merci, chère Edith. J'avais écouté avec bonheur les précédentes conversations choisies. Je suis heureuse, flattée et très, très émue d'en faire partie avec toi. Et puis, je te dis à très vite dans la vraie vie. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Je vous embrasse. Oui. Prenez soin de vous.